Il existe un schéma silencieux qui régit votre vie. Un schéma qui a commencé avant même que vous ne sachiez qui vous étiez. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité de le voir, de le nommer et de vous en libérer. Si vous avez déjà eu l'impression d'être trop ou de ne pas être assez, ou les deux à la fois, c'est le moment qui explique pourquoi. Et plus important encore, comment enfin vous libérer. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour recevoir plus de vérités comme celle-ci, et dans les commentaires, écrivez cette phrase clé « Ma guérison commence par moi ». Non pas pour la réciter, mais pour l'affirmer. Commençons. Après des années de recherche, de méditation et d'observation de milliers de personnes cherchant à transformer leur vie, j'ai réalisé quelque chose de très puissant. Certains des blocages les plus profonds que nous traînons jusqu'à l'âge adulte ne proviennent pas de traumatismes dramatiques, mais de ce qui semblait normal. Vous avez peut-être eu un toit au-dessus de votre tête, 3 repas par jour, des vêtements propres, et pourtant porté une blessure qui a façonné votre cerveau, votre système nerveux et vos schémas émotionnels pendant des décennies. Et pour beaucoup de gens, cette blessure remonte au premier modèle émotionnel qu'ils ont reçu, celui de leur mère. Il ne s'agit pas ici de blâmer qui que ce soit, mais de prendre conscience, et la conscience est le premier pas vers la transformation. Quand vous êtes enfant, votre cerveau est comme une éponge. Vous êtes dans un état hautement suggestible, fonctionnant principalement en ondes cérébrales θ, les mêmes que celles dans lesquelles nous entrons pendant l'hypnose profonde ou la méditation. Cela signifie que tout ce que votre mère vous a donné ou ne vous a pas donné émotionnellement est devenu une partie de votre programmation subconsciente. Si elle n'était pas émotionnellement disponible, si elle ne vous montrait de l'amour que lorsque vous vous comportiez bien, si elle vous retirait son affection lorsque vous étiez triste ou sensible, alors votre corps a appris à associer l'amour à l'attention. Votre système nerveux a été programmé pour être en alerte, performer, réprimer, plaire, et cela est devenu votre stratégie de survie. Arrivé à l'âge adulte, ce schéma n'a pas disparu, il s'est simplement enfoui sous la productivité, le perfectionnisme, le besoin d'être fort ou l'incapacité de demander de l'aide. Ce que nous appelons la blessure maternelle n'est pas seulement un concept, c'est une réalité physiologique. Elle est stockée dans votre système nerveux, elle a façonné votre amygdale, votre hippocampe, votre cortex préfrontal, elle est présente dans votre façon de respirer, dans la manière dont vous tenez vos épaules, dans la façon dont vous tressaillez quand quelqu'un s'approche trop émotionnellement. Soyons clairs, cette blessure ne provient pas toujours d'abus ou de négligence manifeste. Parfois, elle se transmet silencieusement, de génération en génération. Peut-être que votre mère n'a jamais vu ses propres besoins émotionnels satisfaits, et c'est pourquoi elle n'a pas pu satisfaire les vôtres. Peut-être qu'elle essayait de survivre, et ce faisant a involontairement créé une distance ou des conditions qui entravaient l'amour. Et comme les enfants ont besoin de maintenir la connexion pour survivre, nous intériorisons le problème. Nous nous disons, quelque chose doit clocher chez moi. Je dois être meilleur, plus calme, plus serviable, moins exigeant. Cela devient votre identité, mais ce n'est pas qui vous êtes. C'est un programme. Et le problème est que si vous n'examinez pas ce programme, il contrôlera votre vie. Vous pourriez attirer des partenaires émotionnellement inaccessibles. Vous pourriez vous sentir coupable en disant non. Vous pourriez travailler 2 fois plus pour prouver votre valeur, et toujours vous sentir vide à l'intérieur. Il ne s'agit pas de traits de personnalité, mais d'adaptation à des environnements émotionnels précoces. C'est pourquoi certaines personnes peuvent méditer pendant des années, répéter toutes les affirmations correctes, et continuer à se sentir bloquées, car la racine du problème n'a pas été abordée. Et on ne peut pas surmonter une blessure qui a été créée avant que vous n'ayez la capacité de penser logiquement. Il faut la sentir, en être témoin. Il faut la ramener à la conscience, et ensuite la reconfigurer. Parlons de la manière dont la blessure maternelle fonctionne réellement dans le cerveau. De 0 à 7 ans, vos circuits émotionnels se forment rapidement. Si vos besoins émotionnels n'étaient pas constamment satisfaits, si vous n'étiez pas réconforté de manière cohérente, ou si vous étiez puni pour avoir exprimé vos émotions, votre cerveau s'adaptait en renforçant certaines voies. Votre réponse au stress s'intensifiait. Votre cerveau limbique, le cerveau émotionnel, commençait à dominer, et cela établit un schéma d'hypervigilance, d'auto-abandon et de confusion émotionnelle qui dure toute une vie. Vous pourriez dire des choses comme « je ne veux pas être un fardeau »,
je dois tout faire moi-même. Je ne me sens jamais en sécurité en demandant de l'aide. Personne ne me comprend vraiment. Ces croyances ne sont pas aléatoires. Ce sont des empreintes directes de votre première relation avec vos soignants. Votre corps les a apprises avant que votre esprit n'ait le langage. Et c'est là que la science rejoint la guérison. Vous pouvez reconfigurer ces voies. Grâce à la neuroplasticité, votre cerveau est capable de créer de nouvelles connexions, de nouvelles associations émotionnelles, de nouvelles façons de vous lier à l'amour et à l'estime de soi. Mais d'abord, il faut cesser de s'identifier à la blessure et commencer à l'observer. Il faut réaliser que cette croyance selon laquelle je dois mériter l'amour ne vient pas de moi. C'est leur voix, c'est leur système nerveux que j'ai absorbé. Et c'est là que le travail intérieur devient non seulement utile, mais essentiel. Quand je guide les personnes à travers la méditation et la guérison dans mes ateliers, l'une des avancées les plus courantes se produit lorsqu'elles se retrouvent face à face avec la voix de l'enfant intérieur. Non pas l'adulte qui essaie d'être parfait, mais le petit être qui voulait juste être serré dans les bras, être vu, être autorisé à pleurer sans qu'on lui dise de se taire. Cet enfant est toujours en vous, et si vous ne le rééduquez consciemment, il contrôlera inconsciemment votre comportement d'adulte. Rééduquer ne signifie pas blâmer votre mère, cela signifie devenir le parent dont vous aviez besoin. Apprendre à vous dire « tu as le droit de te reposer ». Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes émotions ne sont pas excessives. On t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu fais. Et ce niveau de sécurité interne change votre biologie, réduit votre réponse au stress, apporte de la cohérence à votre cœur et à votre cerveau, active de nouvelles expressions génétiques. Il ne s'agit pas seulement de guérison émotionnelle, c'est une reprogrammation épigénétique. Il y a autre chose que j'ai observé. Beaucoup de personnes avec des blessures maternelles ont des difficultés avec les limites, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont été conditionnées à fusionner, à anticiper les besoins des autres, à disparaître émotionnellement juste pour rester connectées. Et maintenant, en tant qu'adultes, elles se sentent responsables des sentiments de tous. Elles disent oui quand elles veulent dire non. Elles craignent plus le rejet que l'épuisement. Mais quand vous commencez à guérir cette blessure, vous réalisez que votre valeur n'est pas liée à votre utilité. Vous n'êtes pas là pour tout faire pour tout le monde. Vous êtes là pour être complet en vous-même, et ensuite partager à partir du débordement, non de l'épuisement. Et oui, au début ce sera inconfortable, parce que votre système nerveux est programmé pour voir les limites comme un rejet, non comme une protection. Mais cet inconfort est le signe d'une transformation. C'est votre corps qui se recalibre vers un nouveau point d'équilibre émotionnel. Alors, que fait-on réellement pour guérir la blessure maternelle? Premièrement, prenez conscience des schémas. Remarquez quand vous agissez par culpabilité, quand votre corps se contracte avant de dire la vérité, quand votre dialogue interne reflète les mêmes critiques que vous avez reçues par le passé. Deuxièmement, ayez de la compassion non seulement pour votre mère, mais pour l'enfant en vous qui ne savait rien. La compassion adoucit les défenses, crée de l'espace pour de nouvelles connexions. Troisièmement, créez de la sécurité par la répétition. Chaque fois que vous méditez, chaque fois que vous visualisez que vous êtes aimé inconditionnellement, chaque fois que vous interrompez le schéma de culpabilité avec de la bienveillance envers vous-même, vous changez littéralement votre cerveau. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent entre elles, alors continuez à en activer de nouvelles. Et enfin, pratiquez l'incarnation. La guérison n'est pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Laissez-vous trembler, laissez les larmes couler, respirez profondément dans l'oppression de votre poitrine. Ce sont des signes que votre système libère d'anciens codes de survie et télécharge de nouvelles informations. Vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir vulnérable, mais ce n'est pas une régression, c'est une renaissance. Je veux que vous compreniez que cette guérison n'efface pas le passé, elle empêche simplement le passé de recréer inconsciemment votre futur. La blessure maternelle n'est pas votre identité. C'est un schéma auquel votre système nerveux s'est adapté, et vous avez le pouvoir de le changer. Non pas du jour au lendemain, mais moment après moment, respiration après respiration. Et en le faisant, vous devenez un nouveau signal dans le champ, une nouvelle fréquence émotionnelle, une qui ne cherche plus l'amour depuis un endroit blessé, mais qui irradie l'amour depuis la plénitude. C'est le début de la véritable liberté, celle qui ne dépend de personne qui change, celle qui surgit lorsque vous devenez la source de votre propre sécurité, validation et valeur.
Parce que la vérité est que vous n'avez jamais été trop sensible, jamais trop. Vous étiez juste un enfant qui essayait de survivre avec une carte émotionnelle qui ne correspondait pas à votre cœur. Maintenant, vous pouvez réécrire cette carte, et votre système nerveux est prêt. Vous avez peut-être entendu dire « tu avais tout quand tu étais petit, de quoi te plains-tu » Mais l'absence émotionnelle n'apparaît pas dans les albums photos, elle ne laisse pas de contusion, elle laisse de la confusion. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Vous regardez en arrière et tout semblait aller bien, mais une solitude que la logique ne peut expliquer vous a accompagné jusqu'à l'âge adulte. Ce type de négligence émotionnelle précoce crée une division entre qui vous êtes et qui vous avez appris à être. Vous devenez la personne forte, la personne serviable, celle qui obtient des choses sans faire de bruit, celle qui ne cause pas de problème. Vous restez entier, mais à l'intérieur, vous sentez que quelque chose est déconnecté. La science derrière cela est claire. Lorsque les enfants ne reçoivent pas un reflet émotionnel, lorsque leurs sentiments ne sont ni reconnus ni apaisés, les circuits cérébraux responsables de la régulation émotionnelle ne se développent pas correctement. L'enfant peut grandir et lutter avec l'intensité émotionnelle, les explosions soudaines ou se sentir complètement engourdi dans des situations qui devraient être importantes. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est parce qu'on ne leur a jamais appris à se sentir en sécurité. Dans mon travail, j'ai vu ce modèle maintes et maintes fois. Des adultes qui semblent compétents, réussis, même admirés, mais en leur fort intérieur, il y a une bataille constante, un sentiment de ne jamais être assez, une hyperconscience de l'humeur des autres, une impulsion à tout arranger avant que quelqu'un ne se rende compte que quelque chose ne va pas. C'est le système nerveux piégé dans la survie. Le cerveau est toujours programmé pour chercher l'approbation, anticiper le rejet et agir pour obtenir de l'amour. Et ce modèle peut aller dans deux directions. Certaines personnes s'épuisent, deviennent soignantes, perfectionnistes, sauveuses, donnant constamment plus qu'elles n'ont dans l'espoir que quelqu'un verra enfin leur valeur. D'autres se ferment émotionnellement, construisent des murs, évitent la vulnérabilité et maintiennent les autres à distance, non pas parce qu'elles sont froides, mais parce que s'approcher leur semble dangereux. Et ce qui est fondamental à comprendre, c'est qu'aucun de ces schémas n'est un défaut de personnalité, c'est un comportement appris. Le système nerveux faisant ce qu'il devait faire pour vous garder en sécurité dans un environnement où la connexion émotionnelle se sentait incertaine ou inconsistante. Maintenant, en tant qu'adulte, ces stratégies commencent à s'épuiser. Vous pourriez vous retrouver dans des relations qui vous épuisent, vous embrouillent ou sont unilatérales. Vous remarquerez peut-être que vous êtes attiré par des personnes qui sont émotionnellement distantes ou qui ne répondent que lorsque vous êtes en détresse. Ce n'est pas un hasard, c'est votre subconscient qui recherche des schémas émotionnels familiers, car ce qui est familier vous fait sentir en sécurité, même si cela vous blesse. Lorsque votre première expérience amoureuse a été imprévisible ou conditionnelle, votre corps a appris à s'attendre à cela de tout le monde, et ainsi l'amour devient une négociation. Vous donnez, vous prouvez, vous vous transformez, mais la blessure profonde demeure. Vais-je toujours être aimé si je suis moi-même ? De nombreuses personnes avec la blessure maternelle vivent dans une anxiété constante de faible intensité. Elles essaient de contrôler les résultats, de prédire les réponses des autres, de gérer chaque détail, non pas parce qu'elles veulent le pouvoir, mais parce que l'imprévisibilité rappelle à leur corps ce que c'était de se sentir émotionnellement en insécurité. Et tout cela a un coût. Vous pouvez vous sentir épuisé tout le temps, même quand rien ne se passe. Vous pouvez avoir du mal à prendre des décisions parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous pouvez faire plaisir aux autres tout en trahissant silencieusement vos propres besoins. Vous pouvez exceller au travail, mais les relations vous semblent lourdes ou confuses. Et chaque fois que vous vous sentez indigne, vous redoublez d'efforts, car l'effort est ce qui vous a appris à vous sentir digne d'amour. Mais voici ce que j'ai compris grâce aux neurosciences. Ces schémas sont plastiques, ils ne sont pas permanents. Le cerveau et le corps s'adaptent, apprennent et se réorganisent constamment. Cela signifie que la guérison est possible, non pas en faisant semblant que le passé n'a pas eu lieu, mais en créant une nouvelle expérience émotionnelle dans le présent. Cette guérison commence lorsque vous commencez à voir la voix dans votre tête telle qu'elle est réellement. Ce critique intérieur, ce n'est pas vous. C'est le résidu émotionnel de la voix d'une autre personne qui répète des idées qui vous ont été inculquées avant même que vous ne compreniez le langage. Peut-être vous dit-elle
Ne sois pas si émotif, tu dois faire plus d'efforts ou tu ne vaux rien à moins que quelqu'un ait besoin de toi. Cette voix vous a autrefois protégé, elle vous a aidé à survivre, mais maintenant elle vous limite. Le travail consiste donc à interrompre cette voix, à lui répondre, à lui dire « Je ne vis plus dans cette maison, je n'ai plus besoin de mériter l'amour. Je suis en sécurité pour être pleinement moi-même. » Et voici la partie la plus puissante. Chaque fois que vous choisissez l'autocompassion au lieu de l'autocritique, vous changez littéralement votre cerveau. Vous élaguez d'anciennes connexions neuronales et en créez de nouvelles. C'est la neuroplasticité en action. Vous commencez à ressentir vos émotions sans honte. Vous commencez à nommer vos besoins sans culpabilité. Vous cessez de vous excuser d'exister. Et à mesure que cette sécurité interne grandit, votre monde extérieur commence à la refléter. Les personnes qui vous provoquaient auparavant perdent leur pouvoir. Les relations deviennent plus équilibrées. Vous cessez d'essayer de réparer les personnes qui ne veulent pas que vous les aidiez, et l'anxiété qui dominait auparavant votre vie commence à s'estomper, non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre système nerveux se sent enfin suffisamment en sécurité pour se reposer. L'enfant en vous, qui ne s'est jamais senti en sécurité, vu ou étreint, ne disparaît pas. Il vous attend pour que vous l'écoutiez, le voyiez, le protégiez. C'est là que le travail intérieur devient sacré. Lorsque vous vous montrez tel que vous êtes, avec la présence que vous n'avez jamais reçue, vous brisez le cycle, non par la culpabilité ou le ressentiment, mais par un choix conscient. Vous commencez à vous élever avec amour. Vous créez des rituels qui rappellent à votre corps qu'il n'est plus en danger. Vous commencez à jouer, à vous reposer, à pleurer librement. Vous permettez l'intimité, non comme une menace, mais comme un cadeau. Et peut-être le changement le plus important de tous, vous cessez de voir l'amour comme quelque chose à courir après, et vous commencez à le voir comme quelque chose à devenir. C'est le voyage de retour vers la plénitude, non la perfection, non la performance, mais la plénitude, où votre valeur n'est plus mise à l'épreuve, et votre système nerveux ne croit plus que l'amour signifie vous abandonner vous-même. Et tout commence par comprendre ceci: si votre mère n'a pas pu satisfaire vos besoins émotionnels, ce n'était jamais à cause de vous. Ce n'était pas parce que vous étiez trop ou pas assez, c'était parce qu'elle aussi était marquée par ses propres blessures. Des blessures qui n'ont jamais guéri, elles ont juste été transmises. Quand vous arrêtez de personnaliser l'absence, la douleur commence à perdre son emprise. Vous réalisez que l'amour que vous avez toujours cherché est l'amour que vous êtes capable de donner, d'abord à vous-même, et de ce lieu de sécurité intérieure, vous créez un nouveau schéma, une nouvelle fréquence, une qui irradie la plénitude, pas le manque. Voilà à quoi ressemble la transformation. C'est ainsi que vous commencez à guérir, non pas en oubliant, mais en vous souvenant de qui vous étiez avant la blessure, et en donnant enfin à cette version de vous la vie qu'elle a toujours méritée. Ce que j'ai compris dans mon propre travail, c'est que la version de nous-mêmes que nous essayons d'améliorer en tant qu'adultes n'est généralement pas la partie qui a besoin de guérir. C'est la partie de nous qui s'est adaptée, qui est devenue fonctionnelle, qui a appris à survivre. Mais sous ce moi fonctionnel, il y a toujours une partie plus jeune et vulnérable, la partie qui a ressenti pour la première fois la douleur de la distance émotionnelle. La partie qui ne comprenait pas pourquoi l'affection lui était refusée ou pourquoi les émotions devaient être cachées pour se sentir en sécurité. Cette partie de vous n'a pas disparu, elle n'a pas été effacée par l'âge. Elle se manifeste dans la tension que vous ressentez lorsque quelqu'un vous critique. Elle vit dans la panique qui surgit lorsque vous craignez l'abandon. Elle murmure à travers la voix qui vous dit d'être fort, de tenir bon, de ne pas faire de scène. Cette partie est votre enfant intérieur, et la blessure qu'il porte n'est pas historique. Elle se produit maintenant, en temps réel, à travers vos réactions, vos mécanismes de défense, et la profonde douleur d'une connexion qui semble ne jamais disparaître. Lorsque nous parlons de guérir la blessure maternelle, nous ne regardons pas seulement en arrière, nous regardons vers l'intérieur, car l'enfant intérieur ne vit pas dans la mémoire, il vit dans le système nerveux. C'est pourquoi les anciens schémas s'activent, même lorsque votre esprit d'adulte sait qu'ils ne sont pas corrects. La partie enfantine de vous ne parle pas avec la logique, elle parle avec des sentiments, des impulsions, l'instinct. Et c'est là que la réparentalisation devient le pont essentiel. Non pas parce que nous essayons d'effacer le passé,
mais parce que nous donnons au présent quelque chose qu'il n'a jamais eu, la sécurité émotionnelle. Réparentaliser signifie que vous devenez la source de ce qui vous a autrefois manqué. Vous devenez la voix qui dit « Je te vois, je t'entends, tu as le droit de ressentir cela ». C'est le moment où vous cessez de vous abandonner chaque fois que vous vous sentez dépassé. C'est quand vous faites une pause avant de réagir et que vous réalisez que la peur que vous ressentez est ancienne, des échos d'un climat émotionnel qui vous a conditionné à associer l'amour à l'effort, à la performance ou à l'invisibilité. Ce que nous faisons ici, c'est entraîner le cerveau et le corps à faire confiance à un nouveau signal. Ce signal est la présence, pas la distraction, ni l'évasion, ni la répression, mais le fait d'être présent. Donner de l'espace à l'inconfortable sans avoir besoin de le réparer immédiatement. C'est ce que requiert la guérison, non pas une solution, mais un changement dans la relation avec vous-même. Quand vous traitez vos émotions comme des inconvénients, vous répétez le schéma. Quand vous y répondez avec curiosité et chaleur, vous le brisez. Mais avant de pouvoir le faire constamment, quelque chose doit se produire. Nous devons reconnaître la douleur, la partie dont personne ne parle, la partie qui dit « Oui, ma mère m'a donné de la nourriture, des vêtements, un abri, mais j'étais émotionnellement affamé. » L'admettre est difficile. Cela ressemble à une trahison, on a l'impression d'être ingrat. Mais guérir ne signifie pas rejeter votre mère, cela signifie dire la vérité sur votre expérience. Et pour beaucoup de gens, la vérité est celle-ci, je ne me suis pas senti vu, je ne me suis pas senti en sécurité, je ne me suis pas senti soutenu quand j'en avais le plus besoin. Et cette vérité doit être respectée, car quand nous la nions, nous finissons par porter une honte qui n'a jamais été la nôtre. Nous intériorisons l'abandon. Nous supposons que le problème venait de nous, que nous étions trop émotifs, trop sensibles, trop. Mais ces histoires n'ont jamais été les vôtres. Elles étaient des réponses à des besoins non satisfaits, et une fois que nous en prenons conscience, nous pouvons commencer à nous en séparer. C'est la première couche de la liberté, réaliser que l'histoire ne vous définit pas. C'est pourquoi la thérapie, que ce soit par la conversation, le travail axé sur les traumatismes ou les pratiques somatiques, peut être si puissante, car dans cet espace, vous n'êtes plus seul avec la blessure, vous ne la rejetez plus, vous la voyez, la ressentez, la libérez. Le corps commence à se détendre, le système nerveux s'apaise, l'esprit commence à comprendre, je ne suis pas défectueux, je n'ai simplement pas eu de soutien émotionnel, et à partir de là, commence la reconstruction. Une partie de cette reconstruction implique d'établir des limites. Pour beaucoup de personnes élevées par des mères émotionnellement absentes ou critiques, dire non est dangereux. Décevoir les autres leur est insupportable, elles ne protègent pas leur énergie parce qu'on leur a enseigné que leurs besoins étaient secondaires, ou pire encore, insignifiants. Ainsi elles absorbent trop, s'exigent trop, deviennent les régulateurs émotionnels de tous les autres, recherchant constamment des signaux pour ajuster leur comportement et maintenir la paix. Mais la guérison vous demande de désapprendre cela, de créer de nouveaux paramètres émotionnels. Les limites ne visent pas à éloigner les gens, elles visent à décider quelle version de vous-même vous n'êtes plus prêt à trahir simplement pour rester connecté. Et oui, ce sera inconfortable. Votre corps peut trembler, votre voix peut trembler, mais chaque fois que vous maintenez cette ligne, vous reconfigurez votre système nerveux pour reconnaître que la sécurité vient de l'alignement avec soi-même et non de l'approbation externe. C'est ça le changement. C'est là que le pouvoir revient. Une autre pièce essentielle de la guérison est l'autocompassion. Et pour les personnes qui ont grandi dans des foyers émotionnellement froids ou hypercritiques, la compassion n'est pas facile, elles la confondent avec la faiblesse. Elles croient que être dur avec elles-mêmes est la façon d'être responsable. Mais le jugement de soi ne conduit pas à la croissance, il conduit à la paralysie. Lorsque vous introduisez la compassion dans l'équation, tout change. Vous cessez de voir vos mécanismes de défense comme des échecs. Vous commencez à les reconnaître comme des adaptations brillantes. Vous voyez que le perfectionnisme, le désir de plaire aux autres, le retrait émotionnel, tout étaient des stratégies que vous avez développées pour survivre à la pénurie émotionnelle. Mais maintenant, vous n'êtes plus un enfant, vous avez des outils, vous avez des options, et vous pouvez enseigner à votre corps qu'il n'a plus à se préparer à l'impact chaque fois que surgit l'intimité, le conflit ou la vulnérabilité. Cela prend du temps, demande de la répétition et de la patience. Certains jours, vous aurez l'impression d'avoir progressé,
puis un petit déclencheur vous ramènera à l'état antérieur. Cela ne signifie pas que vous êtes cassé, cela signifie que vous êtes en train de guérir. Le système nerveux ne change pas en ligne droite, il se recalibre par cycle. Plus vous vous traitez avec douceur, moins les anciens schémas ont de pouvoir. Vous commencez à vous rendre compte quand vous tombez dans la culpabilité ou que vous expliquez excessivement vos besoins. Vous faites une pause, respirez, répondez différemment, et chaque fois que vous le faites, vous renforcez un nouveau réseau neuronal, un qui dit « je compte, j'ai le droit, je suis suffisant ». Il ne s'agit pas de créer une version parfaite de vous-même, il s'agit de créer une réalité intérieure où vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes.